Avant de débuter, je tiens à vous dire que les idées et opinions que je vais présenter aujourd'hui sont les miennes et que je ne suis pas un porte-parole officiel de mon organisation. Mon pitch est peut-être le moins séduisant que vous allez entendre aujourd'hui. Ce que je propose, c'est tout simplement d'utiliser les données pour rendre la dotation et le recrutement plus efficientes. Mes diapos sont en anglais, mais je vais faire la narration en français. J'aimerais tout d'abord mentionner que j'ai travaillé sur la mise en œuvre de la loi sur l'emploi dans la fonction publique en 2005, puis j'ai commencé à faire de la dotation dès 2006. Et s'il y a une chose que je peux vous dire au sujet de la dotation, c'est que certains mythes sont encore très tenaces 15 ans plus tard. Et j'aimerais aujourd'hui en challenger 3 en particulier. Le premier, c'est que le mythe que nous devons adopter des stratégies de gestion de volume pour faire face au nombre effarant d'applications que nous recevons. Le deuxième, c'est l'affirmation que j'entends peut-être le plus souvent prononcée par les spécialistes en dotation, soit que nous avons besoin de meilleurs outils de dotation. Et finalement, quelque chose que j'ai entendu répéter plus souvent que je peux m'en souvenir, c'est que nous avons besoin de plus de ressources en RH. Et je me proposerais de recadrer ces 3 mythes-là légèrement différemment. Tout d'abord, on n'a pas vraiment besoin de stratégie de gestion de volume. Ce que nous devons vraiment faire en premier, c'est gérer le volume de travail qui apporte peu ou pas de valeur ajoutée. Par exemple, lorsqu'on réévalue un candidat qui a déjà appliqué sur un processus de sélection pour un poste identique ou similaire et pour lequel les qualifications essentielles sont sensiblement les mêmes, on n'ajoute pas beaucoup de valeur parce que le travail a en bonne partie déjà été fait auparavant. Deuxièmement, nous avons besoin de meilleurs outils d'évaluation. En soi, ce n'est pas faux, mais ça ne devrait pas être la première question à poser. La première question à poser, ça devrait être quelles sont les qualifications essentielles qui importent vraiment pour le poste, celles qui font vraiment une différence dans la performance. Et lorsqu'on aura une clarté par rapport à ces qualifications-là, ensuite se pencher sur les outils d'évaluation. Sinon, on risque de trouver d'excellents outils d'évaluation qui évaluent les mauvaises qualifications, donc ça ne nous avance pas beaucoup. Et finalement, je n'irai pas jusqu'à dire que nous n'avons pas besoin de plus de ressources, mais je suis d'avis que nous devons devenir plus intelligents et plus judicieux dans notre utilisation des données en RH et allouer les ressources différemment en conséquence. Bref, pour ces raisons et plusieurs autres encore, je crois que nous ne sommes vraiment pas aussi efficaces que nous pourrions l'être en dotation et en recrutement. Donc, on a 2 problèmes que j'aimerais adresser aujourd'hui. Le premier, un peu plus général, c'est que nous utilisons les données de façon sous-optimale, et je suis très poli en utilisant le mot sous-optimal. Le second, plus ciblé, c'est que nous gaspillons énormément de temps, d'efforts et d'argent à évaluer des applications dites redondantes. Qu'est-ce que j'entends par application redondante? Bien, selon la Commission de la fonction publique, on considère qu'un candidat a soumis une application redondante lorsqu'il ou elle a appliqué sur un processus avec la même classification dans une période spécifiée. Cette définition ne tient pas compte du titre du poste ou des responsabilités, ni des qualifications essentielles contenues dans l'énoncé des critères de mérite. Mais ça offre quand même un point de départ intéressant. 2 occasions se présentent à nous pour être plus efficaces et efficients. De façon générale, on pourrait utiliser les données existantes pour guider les améliorations aux produits et services en RH. Et de façon plus spécifique, nous pouvons réduire le travail qui consiste à évaluer les applications dites redondantes. C'est ce que je propose de faire dans mon pitch aujourd'hui. Et pour ce faire, je suggère que 7 groupes et niveaux sont peut-être la clé nous permettant de réaliser des gains d'efficience importants et rapidement, soit les CR3, 4, 5, AS1, 2 et PM1, 2. Seulement 7 groupes et niveaux parmi les 75 qu'on retrouve dans un grand ministère de 37 000 employés comme EDSC. Mais pourquoi ces 7 groupes et niveaux en particulier? Tout d'abord parce qu'ils couvrent un ensemble de postes qui partagent plusieurs points en commun. Il s'agit de postes qui présentent un niveau de complexité moindre, avec des tâches bien définies et souvent même mesurables, et qui requièrent des habiletés et des qualifications plus générales, moins spécialisées. D'ailleurs, le fait que nous sommes en train de convertir ces groupes et niveaux en une seule classification, le groupe PA, n'est pas accidentel. Ces 7 groupes et niveaux représentent plus de la moitié des employés dans EDSC dans des postes substantifs. Ils représentent également le tiers des occasions d'emploi sur emploi.gc.ca affichées par EDSC. Ils représentent 2 tiers de toutes les nominations indéterminées et à terme effectuées à EDSC dans les 3 dernières années. Mais le plus important, c'est qu'il représente 80% du volume d'applications reçues par EDSC pour ces processus annoncés internes et externes depuis 3 ans. 80%. Donc, si on solutionne notre problème d'application redondante pour ces 6 groupes et niveaux, on résout possiblement la majeure partie de notre problème. On est donc en droit de se demander, est-ce que les applications redondantes pour ces 7 groupes et niveaux sont problématiques? Alors, une analyse de données que j'ai faite, c'est que j'ai regardé dans la redondance qu'on trouve pour ces niveaux-là. Et dans une période de 3 ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, on a découvert qu'un candidat sur 3 à un processus de sélection au niveau CR3, 4, 5, AS1, 2 ou PM1, 2 avait appliqué sur plus d'un processus pour ces mêmes groupes et niveaux. Et qu'en moyenne, les candidats appliquaient 3 fois, plus de 3 fois en fait. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite,
41% des applications, donc la partie supérieure du graphique, 41% des applications étaient des applications soumises par des candidats que nous évaluions pour la deuxième, troisième, quatrième fois ou encore plus, alors que nous les avions déjà évalués pour un groupe et niveau identique ou comparable. Donc, on parle de 140 000 applications sur une période de 3 ans ou en moyenne 47 000 applications par année. Mise en perspective à l'échelle complète du ministère, la moitié des applications reçues sont des applications redondantes au niveau CA345, AS12 et PM12, et le tiers génère probablement du travail d'évaluation répété, c'est-à-dire que nous réévaluons peut-être les mêmes qualifications ou des qualifications similaires alors que le travail a déjà été fait une première fois. La prochaine question, c'est de savoir, est-ce que les qualifications sont effectivement semblables ou identiques ou on parle de trucs complètement différents? Donc, mon équipe a extrait toutes les qualifications essentielles de 79 affichages de postes au niveau CA345, S12, PM12, tenus par EDSC durant l'année fiscale 2020-2021, et on a dénombré un total de 165 qualifications différentes. Parmi ces 165 qualifications-là, 110 étaient utilisées une seule fois. 14 étaient utilisés seulement 2 fois en 79 affichages et 41 étaient utilisés 3 fois ou plus. Mais quand on regarde chaque qualification une par une, on remarque que même si la formulation était différente, il était clair que plusieurs qualifications visant en fait la même habileté. Par exemple, si je pense à, je vais le dire en anglais, mais ability to communicate orally, ability to communicate effectively orally, effective oral communication, communicate effectively and professionally in a team environment with the public. On s'entend-tu que pour un PM1, on parle toutes de la même qualification, même si la formulation est légèrement différente? En regardant les qualifications, j'ai fait des regroupements logiques, donc qui étaient similaires, je les ai regroupés, et en bout de ligne, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a 140 de ces qualifications-là qu'on pourrait réduire à essentiellement 18. Et voici ce que ces 18 qualifications auraient l'air. Et leur fréquence, la fréquence à laquelle on les trouverait sur les 79 affichages. Ce n'est pas une solution parfaite et c'est rien d'aussi évolué que l'outil que Colin nous a montré il y a quelques minutes, mais ça nous permet de voir qu'il y aurait matière à simplifier de beaucoup les qualifications utilisées et peut-être même standardiser le langage utilisé sur ces affichages-là. Parce que ces 18 ou 19 qualifications-là représentent 83% de toutes les qualifications qu'on a trouvées sur les affichages pour ces 7 groupes et niveaux-là en 2020-2021. Donc, la prochaine question est, si on pouvait identifier les applications redondantes et réduire ou standardiser les qualifications essentielles utilisées, quel serait l'impact pour notre ministère? Qu'est-ce que ça nous rapporterait? Basé sur un set de données qui m'a été fourni par une collègue qui travaille sur un programme bien particulier dans une région bien particulière du pays et une région où on trouve environ 5% de tout le volume d'applications pour les CR345, AS12 et PM12, on a été capable de déterminer qu'en moyenne, on passe 92 minutes d'évaluation des qualifications pour chaque application requise. Ça, c'est une moyenne. Pour certaines applications, ça va être 10 minutes qui vont être complétées après l'étape du screening. Pour d'autres candidats qui passent à travers toutes les étapes du processus, ça va représenter 3h30 de travail. Mais en moyenne, on peut dire que chaque application égale 92 minutes de travail. Donc, si on suppose que le travail est fait par des PE1 ou PE2 ou PE3, donc on va aller dans cette fourchette-là, on est capable d'associer un coût à l'effort d'évaluation des qualifications. Et ce coût-là, ça représente 6,4 à 10 millions de dollars pour évaluer les 143 000 applications qu'on reçoit à EDSC en moyenne dans une année, 5 millions à 8 millions pour évaluer les 114 000 applications qu'on reçoit seulement pour les CR3, 4, 5, AS12, PM12, et quelque part entre 2,1 et 3,3 millions pour évaluer les 47 000 applications redondantes qu'on reçoit pour les CR3, 4, 5, AS1, PM1 et AS2. Donc, du travail qui a possiblement déjà été fait, 2 à 3 millions de dollars pour du travail qui est possiblement déjà fait. Donc, tout ça, c'est basé sur des hypothèses et c'est intéressant de regarder au-delà de l'argent, on parle de combien de personnes que ça prend pour faire ce travail-là. Encore une fois, en se basant sur quelques scénarios, en supposant que le travail est fait par des PE1, PE2, PE3, on peut déterminer que, par exemple, si vous regardez sur la ligne d'en bas, le nombre de personnes requises pour évaluer les applications redondantes va varier à quelque part probablement entre 38 personnes et 58 personnes, selon qu'on embauche quelqu'un qui est capable de travailler 250 jours par année puis qui est 100% productif dans 100% de son temps, par exemple un employé occasionnel, ou quelqu'un qui va être un employé indéterminé, un employé à terme, qui a le droit à des vacances et qui a peut-être 75% de son temps qu'il peut allouer à cette activité-là. Donc, 38 à 58 personnes dans le ministère qui ne font qu'évaluer du travail qui a possiblement déjà été fait.
c'est pas une utilisation très judicieuse de l'argent des contribuables. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je peux suggérer 4 propositions qui peuvent être mises en œuvre dès janvier 2022, si on le veut. Tout d'abord, commencer à suivre la trace de l'effort et des coûts allant dans la dotation et le recrutement. Au minimum, essayer de valider les estimés basés sur les données régionales que j'ai recueillies dans un seul programme et de voir si la situation est semblable pour l'ensemble du ministère. Et en passant, on l'a fait suivre les efforts et les coûts pour un processus en particulier et ça ne demande pas beaucoup de travail supplémentaire. Deuxièmement, la deuxième étape, ce serait de réduire le nombre de qualifications essentielles et standardiser leur formulation. Et à cet effet, plusieurs approches pourraient être considérées. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais ça me ferait plaisir d'en discuter en privé. Troisièmement, commencer à capturer, collecter les données en dotation et recrutement et maintenir des dossiers sur les candidats afin de pouvoir réutiliser ces données-là dans d'autres processus. Un minimum, suivre la trace du groupe et niveau sur lequel les candidats ont appliqué, les qualifications évaluées et les résultats d'évaluation. Et finalement, peut-être l'idée la plus ambitieuse ici, c'est de développer des avis de consentement pour les candidats afin d'optimiser l'utilisation des données qu'ils fournissent lorsqu'ils appliquent sur un concours, que ce soit à des fins de recherche, que ce soit à des fins de data mining, que ce soit à des fins de réutiliser leurs données pour prendre des décisions autres que la nomination sur le concours auquel ils ont appliqué. Donc, je pourrais pousser ma réflexion beaucoup plus loin avec des suggestions à moyen et à long terme, mais ça serait futile parce que si on n'a pas d'abord un consensus sur la nécessité de poser les 4 petits gestes que je viens d'énumérer ici. En somme, mon but ici, avec ce pitch-là aujourd'hui, c'était tout simplement de démontrer comment on peut faire un usage de données en RH. Puis je parle d'usage de données qu'on a déjà en notre possession afin de guider nos interventions. Deuxièmement, j'espère que ça va aider à rehausser le niveau du discours en se basant sur des données probantes. Un de mes buts avoués en RH, en affaires publiques, je vais le dire en anglais, mais remove guesswork and gut feelings from HR decisions. Et finalement, j'espère démontrer que l'impact qu'on peut avoir en démocratisant l'accès aux données RH afin d'améliorer notre compréhension de ce qui se cache derrière les données. Donc, en partageant de ce qu'on appellerait des data insights afin de plus faciliter le changement et les changements de mentalité et de comportement en particulier. S'il reste un bref moment, j'aimerais présenter quelques petites bonus insights des données que j'ai examinées. Ça va peut-être intéresser les gens qui font de la dotation. Un des sets de données que j'ai regardé, c'était par exemple combien d'applicants se maintiennent à travers un processus de dotation. Et vous avez possiblement déjà vu des graphiques comme celui-ci où on voit le taux d'attrition du nombre de candidats à chaque étape d'un processus, ou vous avez peut-être déjà aussi vu un graphique comme celui à droite où on montre le taux de réussite à chaque étape du processus. Mais ce que ces genres de graphiques-là ne révèlent pas, c'est le nombre de candidats qui abandonnent en cours de route et qui se désistent du concours ou qui cessent tout simplement de retourner les courriels et les appels. Et ce chiffre-là est possiblement aussi gros que 30% des candidats qui abandonnent en cours de route. C'est énorme. Et c'est aussi énorme quand on considère que dans bien des cas, il y a du temps qui a déjà été investi dans l'évaluation de plusieurs qualifications. Donc, peut-être 13% de tout l'effort dans un processus de dotation va à évaluer des qualifications pour des candidats qui abandonnent avant la fin. Et si on met un chiffre à ça, ça pourrait représenter jusqu'à $1 million par année qu'on dépense pour évaluer des candidats qui abandonnent en cours de route. Une autre donnée vraiment intéressante qu'on a découvert en faisant l'analyse, c'est la corrélation entre le taux d'acceptation des offres d'emploi et la durée de temps que ça prend entre la fin d'un affichage et l'émission de la lettre d'offre. Et ce qu'on a observé, sans surprise, c'est que plus ça prend du temps à émettre une lettre d'offre, plus le taux d'acceptation des offres d'emploi diminue. Ce que vous voyez ici, c'est par chaque incrément de 100 jours, le nombre d'offres d'emploi qui ont été acceptées en orange pâle et le nombre d'offres d'emploi qui ont été refusées en orange foncé. Et vous voyez que progressivement, on passe de 94% de taux d'acceptation à 81, à 70, à 20. Donc, à un moment donné, ça ne vaut même plus la peine de faire du travail d'évaluation si ça prend trop de temps à compléter le processus parce que le retour sur l'investissement est presque nul. Et finalement, le dernier data insight que j'aimerais partager avec vous, c'est je reviens sur la redondance en dotation pour les postes de CR3, 4, 5, AS1, 2 et PM1, 2.
Ce que j'ai présenté, qui était la réalité à EDSC, ne représente en fait que 27% du même problème à l'échelle de la fonction publique. Donc, si les ministères se mettaient ensemble et collaboraient pour la dotation des postes d'entrée comme les CA3, 4, 5, AS1, 2, PM1, 2, et qu'on utilisait des qualifications semblables, on pourrait générer des économies faramineuses d'argent de l'ordre de 8 à 12 millions de dollars possiblement à l'échelle de la fonction publique. C'est ambitieux, mais je voulais juste partager avec vous ce qu'on peut découvrir quand on regarde juste les données qu'on a déjà en notre possession. Merci.